Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Block Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier. Alors aujourd'hui nous allons parler du dynamisme du marché, nous allons parler de l'actualité immobilière principalement. Je vais vous donner mon retour terrain et ensuite on va parler des lois qui arrivent à grands pas et ensuite des taxes parce que bien évidemment nous sommes en France et sans les taxes ça ne serait pas marrant. Mais avant, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens IMO. Je ne suis pas un formateur, je suis seulement ici pour partager mes connaissances et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser tes questions ou participer à l'émission, envoie tout simplement tes messages sur mon Instagram, donc Lock Invest, ça s'écrit L-O-C plus loin Invest. J'y répondrai avec un très grand plaisir et je pourrai les traiter dans les podcasts. Tout de suite pour commencer, je vais te lire un extrait de France Bleu Sud-Lorraine. Donc l'extrait dit: cela va dépendre de si l'on parle du côté de l'acheteur ou du vendeur. Du côté acheteur, vous l'avez précisé, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a une augmentation sensible des taux. Il y a moins de transactions aujourd'hui en Lorraine, mais tout est relatif. On parle quand même sur 2020 qui est une année historique. Par rapport à 2020, si on prend le premier trimestre en comparaison, on a une baisse de transactions d'à peu près 10 à 15% du côté acheteur. Donc là en fait, il compare tout simplement 2020 à 2022. Du côté vendeur, si l'on vend sa maison, qu'est-ce qu'il va faire de ses sous? Aujourd'hui, il est confronté à une difficulté. J'ai un patrimoine financier, compte tenu de la crise, compte tenu des marchés actions, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, que faire de son cash quand on a de l'argent de côté? Surtout si vous venez de vendre un bien immobilier, vous savez ce que c'est, vous avez du cash, mais après, ça c'est un problème de risque, c'est que faire de son argent? Donc, je te préviens tout de suite, je ne suis pas un conseiller financier, mais la première chose que je peux te dire, en tout cas à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, c'est que le garder en euros, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux l'investir dans quelque chose qui combat l'inflation. Là, je ne parle pas forcément d'immobilier, ça peut être par exemple une Porsche. Tu prends une Porsche, elle prend 5% par an, tu sais que tu arrives quand même à combattre un minimum l'inflation. Voilà, je pense qu'elle prendra un peu plus de 5%, sachant que l'inflation, je pense qu'aujourd'hui, est aux alentours de 8%. Au moment où tu écouteras l'émission, ça peut changer. Je te laisse faire tes recherches par toi-même. Donc, selon certains journaux, nous avons une crise de confiance dans l'immobilier et un ralentissement du dynamisme des investisseurs à cause de la guerre en Ukraine. Alors oui, c'est vrai, la guerre en Ukraine fait peur à beaucoup de personnes, mais de mon point de vue, il n'y a pas que ça. Les taux sont en hausse, mais les investisseurs sont beaucoup moins impactés que les primo-accédants. Donc dans un journal que j'ai suivi, ils font la comparaison entre un investisseur qui achète à crédit un bien à 200 000 euros, donc à 1%, et un autre investisseur qui achète lui à 1,5%. Alors oui, je sais, je fais des taux qui sont bas, 1 et 1,5, mais c'est juste pour que tu vois la comparaison de 0,5% de différence. Donc une fois déduit les impôts sur le revenu et la CSG, l'investisseur ne paiera que 11 euros par mois de différence. Donc oui, si tu n'es pas au courant, tu peux déduire tous tes intérêts d'emprunt, tes frais de travaux, etc. Donc la différence entre un primo-accédant et un investisseur, c'est que l'investisseur, lui, déduit ses frais. Donc de mon point de vue, il manque beaucoup d'informations, c'est vraiment très simplifié. Et même si on peut déduire tous ces frais, à partir du moment où vous êtes un investisseur et que vous souhaitez avoir de la marge bénéficiaire, c'est quand même un handicap. Et c'est pour ça que ça n'est pas étonnant que les investisseurs se font de plus en plus rares. Après, pour une personne comme moi qui est déjà installée, ne pas avoir de marge bénéficiaire, c'est beaucoup moins un handicap que pour quelqu'un qui commence à investir.
j'ai déjà de la marge sur mes précédents investissements. Donc pour moi, tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de trouver quand même une bonne affaire qui soit aux alentours de 8,5% et du coup qui s'autofinance dans le sens où ça paie toutes mes charges et que ça paie aussi mes impôts, mon crédit, mes assurances. Enfin, tu l'auras compris, quelque chose qui s'autofinance à 100%. En revanche, pour une personne qui souhaite de vivre de l'immobilier et qui n'en vit pas actuellement, oui, c'est plus difficile, mais il faudra du coup trouver soit vraiment une très bonne affaire ou alors faire de la marge en donnant un apport. Le problème principal, surtout pour les primo-accédants, c'est que depuis que la HSCF, donc c'est la haute stabilité du conseil financier, j'espère que je ne me trompe pas, nous interdisent de dépasser les 35% du taux d'endettement, je précise c'est en nom propre, ce sont d'abord les plus petits qui seront le plus touchés. Mais à savoir que sur les dossiers qui sont donnés en banque, 20% des dossiers bancaires auront la possibilité de dépasser ce fameux taux d'endettement des 35%. Alors attention, je sais qu'en tant qu'investisseur, seulement 20% des dossiers qui dépassent les 35% d'endettement, la grande majorité, ce sont des résidences principales. Et sur ces 20%, alors là tu me corrigeras si je fais une erreur, c'est 8% des dossiers qui ont le droit d'investir dans l'immobilier, enfin qui sont dédiés à l'investissement immobilier. Donc je te donne un exemple. Tu as 1000 personnes qui veulent acheter un bien immobilier. Sur ces 1000 personnes, 200 dossiers auront le droit de dépasser les 35% de taux d'endettement. Et sur ces 200 dossiers, seulement 8%, donc ce qui fait 16 personnes, auront le droit d'investir dans l'immobilier. Donc au final, tu as 1000 personnes qui demandent un prêt, 200 qui ont le droit de dépasser le taux d'endettement, et sur les 200, tu n'auras que 16 qui seront dédiés à l'investissement immobilier. Alors de mon point de vue, à l'heure actuelle, étant donné que les taux sont toujours inférieurs à l'inflation, donc je te rappelle, on a des taux qui sont de l'ordre de plus de 2, 3, à la fin de l'année on s'attend à 4%, une inflation qui est record actuellement, on est bien supérieur à 4%, donc on gagne quand même de l'argent. Si vous faites un crédit, mathématiquement c'est comme si l'on vous donnait de l'argent, parce que vu que l'argent se dévalue en faisant un prêt, et vu que vous ne le remboursez pas tout de suite, vous gagnez tout de suite de l'argent. Mais mon comptable m'a dit récemment, tant que vous pouvez emprunter, allez-y, faites-le à fond. Après, si vous êtes primo-accédant et que votre banque vous dit d'abord d'acheter votre résidence principale avant d'investir dans l'immobilier, bien évidemment, si vous souhaitez quand même investir, on connaît tous l'astuce, vous dites à votre banque que vous êtes en train d'acheter votre RP et ensuite, une fois que vous l'avez acheté, vous avez juste changé d'avis et vous louez votre résidence principale. Personne n'a le droit de vous l'interdire. Mais une fois que vous avez fait ça, là, elle risque de vous bloquer après votre premier investissement. Donc ça, c'est à voir vous avec vous-même. Et n'oublie pas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que beaucoup d'investisseurs n'osent plus présenter leur dossier bancaire à cause du taux d'endettement de 35% et la hausse des taux. Ils ont une idée reçue, c'est qu'ils ne peuvent plus emprunter et ça, ce n'est pas forcément vrai. Personnellement, je le constate sur le terrain, au jour le jour, je vois que j'ai beaucoup moins de concurrence sur le marché et pour moi, c'est une opportunité. Au-delà des banques, on a aussi les courtiers en prêt immobilier. Alors là, c'est une information, je pense, qui va pouvoir t'intéresser. Les courtiers actuellement ont du mal à trouver des financements pour leurs clients. Et j'ai un directeur d'agence, il y a quelques jours, là, au moment où j'enregistre, qui a annoncé publiquement à ses clients et à tout un groupe d'investisseurs que aujourd'hui, il était quasi impossible d'investir dans l'immobilier, ou tout du moins rien que de faire un prêt immobilier. Ce que ce directeur d'agence ne sait pas, c'est que c'est surtout les banques qui évitent de prendre les courtiers parce qu'ils négocient les taux. Au moment où ce directeur d'agence annonce ça publiquement, avec mes associés à côté, dans le même laps de temps, on était en train d'investir dans un immeuble et on continue, la banque nous a dit on vous suit pour celui-là et on vous suivra pour les autres. La différence c'est que là vous n'avez pas quelqu'un qui vient pour négocier de taux ni rien. Nous quand on se présente, on ne négocie pas les taux, on dit ok on prend au prix, on prend les assurances, on prend tout. Et automatiquement notre dossier passe au-dessus de la pile. Mais tout ça, j'en reparlerai je pense dans un module,
dans un podcast, parce que je ne suis pas informateur, mais dans un podcast consacré à la banque. Et n'oubliez pas que ça, c'est une opportunité de marché. Donc à tous ceux qui m'écoutent, dites-vous que tous les gens qui n'écoutent pas ce podcast et qui ne sont pas vraiment au courant de l'actualité sont en train de tout simplement arrêter d'investir dans tout. C'est un peu comme l'effet mouton, vous regardez ce que font la majorité des gens et vous faites l'inverse. Au moment où il fallait vendre, au moment où tout le monde voulait acheter, c'était le moment de vendre. Après, petit souci, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de biens à la vente en ce moment. Le marché n'est actuellement pas à la baisse, c'est juste qu'on a un ralentissement de la hausse. On a beaucoup d'acheteurs encore, mais on a de moins en moins de vendeurs, donc de moins en moins de biens qui sont mis à la vente. On est en train de se rapprocher de l'immobilisme, tout simplement. Plus personne n'achète, plus personne ne vend. Là, ça y est, qu'est-ce qui se passe ? Après, bien sûr, la guerre en Ukraine fait beaucoup peur aux gens et c'est pour ça que on a moins de personnes qui osent faire quelque chose. Et si tu m'écoutes, je pense que c'est une énorme erreur. Personnellement, même si les taux montent à 4% d'ici la fin de l'année, moi personnellement, je continuerai d'acheter. Alors même si tu arrives à trouver un bien immobilier vraiment en dessous du prix du marché, donc une bonne affaire comme on trouve traditionnellement, tu risques d'avoir un petit souci au niveau des travaux et du prix des matériaux qui augmentent. Donc il ne serait pas improbable qu'il y ait quand même une baisse de marché à cause du prix des travaux. Cette hausse des prix des matériaux et du coût de la vie en général, selon notre gouvernement, c'est officiellement la guerre en Ukraine. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on utilise en premier. Mais n'oublions pas qu'on a un manque d'approvisionnement avec la Chine, auquel il faut rajouter les billets imprimés pendant le précédent confinement. Et petite cerise sur le gâteau, ici en France, nous, on a la loi climat et résilience qui, sur les 305 articles de loi consacrés à l'écologie, il s'agit de la plus grande loi écologique du quinquennat. Donc cette loi, de mon point de vue, c'est une bonne chose, une bonne idée. Le petit souci, c'est que ça amplifie quand même le problème. Alors, cette loi, elle concerne la consommation, le logement, le travail, l'alimentation, le transport. Et bien évidemment, nous allons parler du logement. Donc je vais commencer par te lire un petit article de l'hebdo. Les deux lois sur le climat de 2019 et de 2021 prévoient la fin progressive des passoires énergétiques. Mais le calendrier serré et le nombre de logements concernés font craindre à l'Union des propriétaires une crise du logement sans précédent. Le fait générateur, c'est le DPE, opposable depuis le 1er juillet 2021, relève Christophe Demerson, président de l'UNPI. Et depuis des mois, ces organismes alertent sur la crise à venir dans le logement si les lois votées en 2019 et 2021 sont appliquées telles que l'Union des propriétaires demande un report de calendrier et dénonce une politique d'obsolescence programmée. Donc je suis assez d'accord pour dire que c'est un peu trop serré au niveau du calendrier et je pense que le marché allait se réguler de lui-même, sachant que la majorité des propriétaires qui louent des passoires énergétiques, c'est souvent des retraités ou des ouvriers qui ne font pas forcément les travaux. Ils sont rachetés par des gens comme toi et moi qui refaisons les biens à neuf. Après, il faut vraiment se poser la question si le vrai problème, c'est pas nous, tout simplement, le fait que nous soyons trop nombreux sur cette planète. Mais bon, ça, c'est le genre de choses que les gens ne veulent pas forcément entendre. Donc, je vais passer à la suite. Alors, comment fonctionne la loi climat ? Tu ne le sais peut-être pas, mais la loi a été votée le 24 août 2021. Pour commencer, il s'agit de l'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Donc si tu veux vraiment faire une affaire, tu construis une belle baraque avant 2050 et ensuite tu peux la revendre beaucoup plus cher. Mais bon, c'est pareil, ça, ils essayent de voir le long terme, mais j'ai un petit doute. L'avenir nous le dira. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que les bâtiments classés G ne pourront plus être loués en 2025, les bâtiments classés F en 2028 et ceux qui seront classés E en 2034. Je te répète, G 2025, F 2028 et E 2034. Alors pour pénaliser les propriétaires, les logements loués par un bail donc d'habitation ou mixte ne pourront plus augmenter le loyer. Cette loi s'applique en métropole depuis le 25 août 2022 et le 1er juillet 2024 dans les dom-toms.
Seulement les logements classés de A à D seront considérés comme des logements décents. Donc ça veut dire que tout ce qui est après D, donc E, F, G, ce seront des logements indécents. Il faut que tu saches aujourd'hui que 45% des bâtiments classés G appartiennent à des retraités ou des ouvriers. Donc 47%, c'est pratiquement la moitié. Par conséquent, cela signifie que les premiers touchés seront, comme d'habitude, les plus petits portefeuilles. Théoriquement, si un propriétaire loue un logement indécent, comme je l'ai dit, donc si tu n'es plus entre A et D, le juge pourra te sanctionner et condamner le propriétaire à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Donc là, pareil. Dans la pratique, c'est ce qui est censé se faire, mais la France, c'est un peu le pays des lois inapplicables. Donc essaye de demander à un retraité ou à un ouvrier de refaire les travaux. S'il n'a pas l'argent, tout simplement il ne pourra pas. Si tu t'intéresses quand même à faire des travaux, tu pourrais te demander comment en bénéficier. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser, j'ai regardé 8 sites d'aide. Donc en tant que propriétaire bailleur ou propriétaire de votre résidence principale. Donc en premier, nous avons l'agence Lana qui est assez connue surtout des investisseurs. En deux, nous avons MaPrimeRénov aussi qui est assez connu. Et moins connu, vous pouvez faire un éco-prêt à taux zéro, avoir la TVA à 5,5, demander le certificat d'économie d'énergie, on appelle ça le CEE. En 6, nous avons l'offre coup de pouce, nous avons aussi des exonérations de taxes foncières. Alors attention, exonération de taxes foncières, il faut vous rapprocher de votre mairie parce que toutes les mairies ne le font pas, même si c'est national, c'est suivant les communes. Donc si là ça concerne pour les gens qui par exemple prennent le garage et le transforment en chambre, ils peuvent avoir une exonération de taxes foncières, donc ça peut être intéressant. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de préparer le podcast, comme quoi toutes les aides qu'on a, on ne les connaît pas forcément. Et pour finir, on a les aides de collectivités locales. Concernant les aides qui financent une partie des travaux, si vous êtes en société, je vous préviens, vous ne pouvez pas bénéficier des aides qui sont parce qu'en gros elles sont indexées par rapport à vos revenus. Mais je précise, cet enregistrement est fait en 2022 et les lois changent souvent. Après, si vous êtes en société, il y a toujours une astuce pour y accéder. Donc personnellement, je ne peux pas le faire parce qu'il s'agit d'être en copropriété. Moi, je n'achète que des immeubles ou des maisons, donc je suis en monocopropriété, je ne peux pas le faire tout simplement. Donc comment ça se passe? Si vous êtes en copropriété, vous pouvez demander à ce que votre copropriété fasse une rénovation du bâtiment du type isolation par l'extérieur, isolation des combles, etc. Mais à ce jour, pour information, dans ma région, aucune propriété n'a fait appel à ce service d'aide de rénovation énergétique jusqu'ici. Donc oui, je te dis que j'étais pas en copropriété, mais j'en ai quand même acheté un, histoire de voir ce que ça donne, et on serait la première copropriété dans ma région à demander ce type d'aide pour un immeuble entier à 2 copropriétaires. Alors attention, quand tu utilises ce type d'aide d'État pour faire les travaux, c'est comme quand tu vas voir ton garagiste pour lui demander de faire les réparations de ta voiture. À partir du moment où tu demandes que c'est l'assurance qui paye, bizarrement la facture elle a tendance à augmenter. Donc voilà l'une des raisons aussi auxquelles on ne pense pas, mais qui aggrave l'augmentation des prix des matériaux, alors que nous n'en avons vraiment pas besoin aujourd'hui. D'un côté, le gouvernement ils utilisent le bâton avec les pénalités et les condamnations, et de l'autre ils utilisent la carotte avec les aides de rénovation. Et la réflexion s'arrête là, c'est tout. Attention, après je ne veux pas taper sur les politiques, même si je pense que la grande majorité sont vraiment très mauvais. C'est bien d'essayer d'arrêter les marchands de sommeil. En revanche, je pense que les biens décents ne le seront plus forcément demain juste à cause d'une loi, et ça aggrave beaucoup un marché qui est déjà tendu. Donc on va avoir un manque de biens sur le marché. Le souci c'est que là-dedans on a l'impression que notre gouvernement ne réfléchit pas vraiment aux conséquences. C'est comme les lois qui étaient avant 2016. De mémoire c'était en 2012 où il y avait la loi Duflot et le projet Allure qui avait été voté et qui ne répondait pas du tout aux besoins en fait des logements. Alors déjà que entre propriétaires et bailleurs, les contrats de bail, il n'y a pas plus dissymétrique que ça, c'est toujours en faveur du locataire. Là, les lois, elles accentuaient encore plus le problème.
Alors pour te parler de cette loi, c'était simple, c'était tout d'un coup, on avait un plafonnement des loyers, quel que soit le profil du bien, la situation, la rue, la vue, l'étage, etc. On se basait tout simplement sur le loyer médian de référence. Un préavis réduit de 1 mois dans les zones tendues, bon ça n'a pas changé. Des pénalités lourdes en cas de retard de restitution du dépôt de garantie, une exclusivité du paiement des honoraires de location ou encore une garantie universelle des loyers, donc c'était la GUL pour ceux qui se souviennent, financée en partie par les propriétaires. Donc là en fait c'est simple, on tapait sur le propriétaire encore et toujours. Leur petit souci c'est qu'ils se disent tiens je vais régler le problème des logements et je vais taper sur les propriétaires, alors que c'est l'inverse qu'ils devraient faire. Comment a réagi le marché? C'est très simple, on avait à l'époque une désertion des investisseurs. Donc moi je me souviens sur le marché, j'avais le choix des biens mais partout. Partout où j'allais, j'avais de nouveaux biens qui étaient mis en vente. Et là on avait même de mémoire la baisse du marché à Paris, ce qui était vraiment historique pour l'époque. Et on avait par contre une augmentation de 19,5% de l'immobilier d'entreprise et des commerces. Donc là, il faut une comparaison dans l'article que j'ai trouvé entre le troisième trimestre, entre 2013 et 2012. Ils ont vu 19,5% de différence. Et tous les investisseurs, en fait, ils étaient en train de tout simplement de quitter le navire. Donc cette loi s'est arrêtée, je crois que c'était vers 2016. Et là, ils se sont dit, bon ok, on a fait une connerie, on revient en arrière. Et vous avez de grandes chances que ce soit la même chose pour la loi climat. Alors, ils vont pas forcément revenir en arrière, mais ils risquent de reporter l'échéance à plus tard. Bon, je pense qu'on devrait juste laisser parler le marché. Il y a de plus en plus de personnes comme moi qui sont investisseurs qui arrivent et qui retapent les biens pourris, et de toute façon s'ils sont vraiment très pourris, ils ne seront pas loués. Bien sûr tu me diras il y a toujours quelques marchands de sommeil, c'est vrai, mais au final il y en a de moins en moins. Alors qu'est-ce qui peut aussi accentuer le fait d'avoir des marchands de sommeil? Donc comme d'habitude, le gouvernement ne veut pas laisser faire le marché et ils nous mettent un joli petit encadrement des loyers. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez un encadrement des loyers? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, vous n'avez pas la possibilité d'augmenter votre loyer à hauteur vraiment de ce que ça devrait être, de ce que le marché demanderait. Le fait d'essayer de contourner ça, qu'est-ce qui se passe? Un investisseur qui achète dans une grande ville, donc Paris, Marseille, Bordeaux, il a un loyer capé. Ce qui fait que le propriétaire ne va pas forcément vouloir faire les travaux. La personne se dit, attends, je vais pas avoir assez de loyer, donc je vais tout simplement ne pas faire les travaux. Ou alors, la personne va faire les travaux, mais ne va pas louer son logement. Je connais aussi des personnes qui font ça, c'est une stratégie, il faut l'entendre, où les gens achètent tout simplement des biens, mais ne les rénovent pas, ne font pas les travaux, et ne s'embêtent même pas à mettre des locataires à l'intérieur. Leur but, c'est simple, c'est garder leur argent quelque part à l'abri de l'inflation. Voilà, c'est simple, tu peux me dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait comme loi pour éviter que le marché soit aussi tendu et retrouver des biens sur le marché? C'est simple, il faut tout simplement supprimer les lois. Bon, c'est mon avis perso, mais il y a certaines lois comme l'encadrement des loyers, il faudrait les virer. Il faudrait que le locataire soit un peu moins protégé, parce que si le locataire est moins protégé et qu'il part plus vite, les propriétaires seront plus enclins à louer. Et s'ils sont plus enclins à louer, les locataires pourront retrouver plus facilement des logements. C'est comme l'histoire des squatteurs, mettre des squatteurs dans son logement et ensuite tu ne peux plus rien faire. Je vois pas en quoi en fait c'est normal. En fait on marche sur la tête en France. Et en parlant de loi débile, là je vais vous soumettre une loi, enfin une idée plutôt, qui a été soumise à Bercy, qui a été entendue. Donc là c'est le journal Europe 1 qui nous font les révélations, je te le lis. Inflation, les loyers vont-ils geler durant 1 an? Bien, alors là tu vois que l'article commence bien, mais après ne t'inquiète pas, je t'expliquerai moi personnellement ce que j'en pense. Et là tu risques d'entendre ma voix qui change légèrement, alors ne t'en fais pas, c'est normal, ça ne va pas durer longtemps, c'est juste que je me suis rendu compte que le micro s'est mis à bugger, du coup je suis obligé de refaire l'enregistrement justement sur cette partie-là. Donc l'article nous dit: les associations de consommateurs comme la CLV sont nombreuses à demander un gel pendant 1 an sur tout le territoire. Donc, imagine, tu as ton loyer qui est gelé pendant toute une année. Alors là, ce n'est pas le loyer s'arrête, ça veut seulement dire qu'il n'y a plus d'augmentation au niveau des loyers. Bien, je continue.
Les propriétaires y sont opposés et mettent en avant notamment la flambée des prix de la taxe foncière. Où en est le débat? Europe 1 vous répond. Les propriétaires disent non, le gouvernement réfléchit. L'idée a bien été entendue à Bercy, mais elle est loin d'être acceptée, précise le ministre. La première ministre, Elisabeth Borne, alors désolé si j'écorche le nom, mais je pense que c'est ça. La première ministre Elisabeth Borne n'y est pas forcément favorable non plus car derrière les loyers se cachent par exemple souvent de petits propriétaires qui arrondissent ainsi leur fin de mois. Et oui, il faut penser que alors dans l'inconscient collectif, on ne sait pas trop pourquoi, dès que quelqu'un est propriétaire, la première chose qu'on lui dit c'est qu'il est riche. Moi je me souviens encore la dernière fois que je suis parti en boîte, une fille qui vient me dire qu'est-ce que tu fais? Bah attends, j'ai l'appartement là. Tout de suite, son mot c'était tu es riche, mais plus de la moitié, ce sont des gens avec des petits revenus ou des retraités qui sont là justement pour avoir un complément de revenus, parce que sinon ils ne pourraient pas vivre avec la retraite actuelle. Mais bon, bref, je continue l'article. Il y a aussi la loi énergie-climat qui oblige les propriétaires bailleurs à réaliser d'importants travaux d'isolation alors que les prix dans le bâtiment flambent. Selon le président de l'Union nationale des propriétaires, Christophe Demerson, la solution est ailleurs. Donc là, nous avons le président de l'UNPI qui nous dit: quand on nous dit que les loyers vont augmenter de 2,48%, oui, mais ce que je pourrais vous dire, c'est qu'à côté, ce qu'il vaudrait mieux encadrer, ce sont les taxes foncières, parce que sur les 10 dernières années, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Donc il faut être raisonnable. S'il y a des économies à faire, commençons par arrêter de saigner les propriétaires. Bien, imaginons maintenant que cette loi passe. Bon, il y a très peu de chances. Bon, quand on voit qu'il y a une vieille loi qui dit que quand un squatter qui arrive, c'est chez lui, que le squat est pratiquement légal, moi je m'attends à tout. Donc, imaginons que dans un futur proche, on gèle quand même les loyers. Les premiers touchés, donc après le propriétaire, je dirais que ce sont les agences de gestion. Les agences de gestion, il faut savoir qu'elles sont payées sur deux parties. En premier, c'est sur le montant du loyer, donc elles prennent un pourcentage dessus. Et en second, c'est sur les check-in, check-out, mais souvent elles délèguent ça. Or, check-in, check-out, si tu ne connais pas, c'est les entrées et les sorties des locataires. Elles sont payées grâce à ça, mais elles délèguent généralement ça à de tierces personnes. Mais principalement, les loyers qu'elles reçoivent, si elles ne peuvent pas les augmenter, du coup, tes employés, tu ne peux pas les augmenter. Donc, avec une inflation galopante, tes employés, du coup, tu ne pourras pas les faire vivre, on va dire. Ensuite, en second lieu, tu auras les petits propriétaires qui seront touchés en premier. Donc, les petits propriétaires, j'en parle parce que, donc, souvent, ce sont des retraités ou des salariés à faible revenu. Et ces gens-là, donc s'ils n'ont aucune augmentation, imagine tu as ta retraite ou tu as ton salaire, la seule chose qui peut augmenter du coup, ce sera ton salaire. Les retraités, actuellement, les retraites n'augmentent pas. Imaginons que tu gagnes que 600 € par mois et tout le reste soit des loyers. Étant donné qu'il y a l'inflation, c'est comme si tu gagnais de moins en moins par mois. Mais si tu ne peux pas augmenter les loyers, l'inflation du coup va finir par te manger. Ce qui fait que toutes ces personnes, la moitié en gros des propriétaires, seront dans un cas de faillite personnelle. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber sur des personnes comme moi, du coup, qui ont un peu plus d'argent et du coup qui peuvent racheter les petits qui sont en train de faire faillite. Mais du coup, on aura vraiment un très bon prix parce que d'un côté, on aura beaucoup de personnes qui seront en train de faire faillite, donc beaucoup de biens sur le marché. Et d'un autre côté, si on a un encadrement des loyers, donc un gel, on se dit, attendez, moi, je vais pas vous l'acheter cher parce que je vais pas pouvoir le louer très cher. Et en plus, le locataire est super protégé en France, donc je vais vraiment vous l'acheter au ras des pâquerettes. Donc voilà pourquoi les personnes, si en plus elles ont encore un crédit, là, leur faillite, elles sont pas prêtes de s'en sortir. Et en plus de ça, on peut rajouter que on n'aura pas forcément envie de faire beaucoup de travaux dedans parce que on ne recevra pas beaucoup d'argent. Donc pour payer les mecs des travaux, perso il faut que je reçoive d'abord des loyers ou au moins que je sache que sur 10 ans je vais pouvoir rentabiliser les travaux que je vais faire. Mais bon, s'ils sont capés, à quoi ça sert? Dans tous les cas, je sais que ça va se louer vu qu'il y aura une pénurie de biens. Et voilà comment on arrive avec plein de gens qui font du marchand de sommeil. En troisième partie, qui c'est qui sera touché? Ce sera les artisans. Rien que moi, c'est propriétaire, je vois le nombre d'artisans que j'emploie. Si je leur dis, écoutez, là ça sert à rien, j'ai plus de loyer, du coup vous recevrez plus, je peux pas vous payer, donc je ne les emploie plus.
vu que je fais une grosse partie de leur chiffre d'affaires, ou tout du moins j'emploie vraiment beaucoup d'artisans, multiplié par le nombre d'investisseurs, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus que les propriétaires seulement de leur résidence principale qui feront les travaux chez eux, mais les propriétaires bailleurs, eux, arrêteront. Donc c'est un énorme pourcentage qui s'arrêtera du jour au lendemain. Et donc qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y aura plus de personnes au chômage, l'argent circulera beaucoup moins, et moi, en tant que propriétaire, qu'est-ce que je fais? Vu que j'emploie plus personne, j'ai deux solutions. La première, c'est je pars à l'étranger. Étant donné qu'à l'étranger, il n'y aura pas ce fameux gel des loyers, je prends tout mon cash et je m'exporte à l'étranger. Ou alors, je décide de faire les travaux moi-même. Donc j'achète moi-même les matériaux. Je me débrouille, si j'ai le temps pour faire ça, pour faire quelques travaux moi-même. Et je mets des loyers super chers, parce que je sais que je serai le seul du coup qui refera les travaux. Donc si tu es le seul dans ta ville à faire des bâtiments vraiment complètement tout neufs, tu peux mettre tes loyers, en gros ce sera juste un marché, tu auras le luxe et tu auras tout le reste qui sera du marché immobilier qui sera pourri. Donc moi je me positionnerai à mon avis sur quelque chose de plutôt luxueux pour pas avoir de problème, et du coup je sais que j'aurai énormément de demandes pour les logements. Les logements seront du coup à un prix très élevé. Là, peu importe qu'on me dise non, tu mets pas à tel prix, je dis mais je m'en fous, de toute façon j'aurai de la demande, parce que je suis le seul à faire ça. Et là actuellement je dois t'avouer que c'est un peu ce qui se passe dans certaines villes. Je suis vraiment le seul à faire vraiment du tout beau, tout neuf, ce qui fait que mes loyers, alors je les mets quand même au prix marché, mais je peux les mettre vraiment à un prix beaucoup plus élevé. Les gens en fait ils s'en foutent de savoir au bout d'un moment combien ils payent, ils veulent savoir si leur enfant du coup qu'ils amènent dans le logement, ou si eux vont être tranquilles et vont avoir un logement de qualité, parce que il n'y en a pas ailleurs. Et voilà comment tu arrives à avoir de nouvelles niches fiscales qui se font. Mais bon, ça c'est le marché qui s'adaptera tout seul. Moi je te donne juste quelques pistes de qu'est-ce qui se passera si justement cette loi passe. Donc au final, si tu fais ça, ce gel sur toute la France, ce sera un peu comme Paris, tu auras plein d'appartements classés G, donc ce sera considéré comme des logements indécents, tu ne pourras plus les louer, le marché sera encore plus tendu qu'auparavant, et autant te dire que c'est comme si la France du coup ne devient plus socialiste mais communiste. Donc en gros, peu importe ce que tu fais, on décide de te louer le logement au même prix. Si tu fais un truc tout neuf ou quelque chose d'indécent, le prix sera le même. Donc en fait c'est comme si tu avais un marché, on était sur les marchés boursiers, donc imagine tu as plein de pays, ils ont chacun leur action qui s'appelle le loyer. Le loyer, ok, il est à 100 €, et suivant les pays, il augmente et il baisse. Et là, tu as la France qui dit non, toi, à partir de maintenant, nous, l'action loyer dans notre pays, elle coûte 50 € pour tout le monde et ce sera la même chose. Donc au final, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Si tu essayes de truquer le marché, c'est comme un boomerang, ça te reviendra sur la tête tôt ou tard. La solution, elle est simple, en fait, il faudrait enlever toutes ces lois inutiles, en fait, qui sont en train de nous faire tout simplement. Mais tout ce qu'ils savent faire, en fait, ici, au gouvernement, c'est augmenter les taxes et augmenter le nombre de lois en essayant, en gros, c'est comme si le bateau coulait, puis au lieu d'aller boucher les trous, ils rajoutent des seaux pour aller vider l'eau. Ce qui ne sert strictement à rien, du coup, on continue à couler. Au final, si tu donnes le même logement à une personne, enfin un logement pourri et un logement bien, et tu dis à tout le monde, ok, à partir de maintenant, c'est le même loyer pour tout le monde, que tu travailles bien, que tu travailles pas bien, c'est pareil, tu seras payé de la même façon. Mais excuse-moi, mais on appelle ça du communisme. Et oui, donc en fait, la France deviendra un pays communisme. Alors avant d'aller plus loin, je te préviens, moi je n'ai pas d'avis politique. Je suis vraiment apolitique, pour moi, c'est tous les mêmes, de droite ou de gauche. Ou même du centre, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse vraiment pas, parce que ils n'ont jamais fait rien de bien pour moi, donc je préfère me débrouiller tout seul. Si tu devais me donner un avis, je suis plutôt quelqu'un de libéral, je suis quelqu'un qui prône la liberté de chacun, mais sans empiéter sur la liberté d'autrui. Je trouve ça logique, je comprends pas vraiment que les gens ne trouvent pas ça logique, mais bon. Au niveau du marché, tu n'auras plus personne pour acheter les biens immobiliers, à part les personnes qui se trouveraient à l'étranger pour faire du patrimoine, le temps que la France se rétablisse. Mais les premiers touchés, en gros, ce seraient les Français et non pas ceux qui sont à l'étranger.
Les Français du coup seraient obligés de tous vendre leurs biens, mais personne n'en voudrait. Donc voilà pourquoi je pense que jamais cette loi ne pourra passer. En fait, si tu gèles les loyers, tu gèles absolument tout. Tu gèles la circulation de la monnaie, et geler une circulation de la monnaie dans un pays en a besoin justement pour vivre, parce que sinon il ne pourra pas t'imposer dessus. Donc l'État n'a vraiment aucun intérêt non plus à faire ça. Après, je peux quand même me tromper, je tiens à le préciser, on a quand même le squat qui devient quelque part légal en France. Bon, tu rentres dans un bâtiment et puis félicitations, le bâtiment est à toi, même si c'est pas toi officiellement le propriétaire, donc on ne sait jamais. Mais je vais te lire un deuxième article qui concerne le 7 Info. L'UNPI contre le gel des loyers. Face à l'inflation galopante, l'idée de geler des loyers fait son chemin. Le gouvernement pourrait suivre Bruno Coty, président de l'Union des propriétaires immobiliers de Vienne, donc ils ont 220 adhérents, qui estime que cela va décourager les investisseurs. Bah oui, tu m'étonnes que ça va les décourager. Les associations de défense des locataires craignent une hausse de l'indice de référence des loyers, donc c'est l'IRL si tu ne connais pas, à hauteur de l'inflation, et réclament donc un gel des loyers. Qu'en pensez-vous? Bon, si tu écoutes cette chaîne, je pense que tu penses la même chose que moi, que c'est une belle connerie. Mais bon, on ne sait jamais. Depuis 5 ans, les loyers n'ont jamais atteint le niveau de l'inflation. Aujourd'hui encore, l'IRL a augmenté de 2,48% sur un an et l'inflation est à 5,1%. Au moment où j'enregistre, je pense qu'on est dans les 8%. Les revenus des propriétaires sont toujours grignotés. La taxe foncière a augmenté de 28 à 37% sur 10 ans en France et la CSG est passée de 9,9% à 17,2%. Les charges de copropriété ont augmenté 3 fois plus vite que l'inflation. On pense que les propriétaires sont issus de familles riches, mais la plupart sont en fait de petits commerçants et des artisans qui ont investi afin d'avoir un complément de retraite. Et oui, la majorité des gens sont juste des gens qui veulent vivre un peu mieux ou qui prévoient une retraite qui, il y a de grandes chances, pour ma génération, on n'aura jamais. Donc concernant le gel des loyers, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires et de me dire vraiment ce que tu en penses. Je pense que ce serait vraiment sympa de débattre et de me dire tes retours, et du coup j'en reparlerai dans les prochains podcasts si tu me fais des retours dessus. Concernant les taxes, après j'avoue c'est vrai que les taxes françaises ont tendance à augmenter beaucoup plus vite que le marché. En fait le marché n'arrive même pas à suivre parce qu'on nous taxe trop. L'État, tout ce qu'il sait faire chez nous, c'est hop, rajouter un nouvel impôt. Et justement, on va parler de la France et de ses impôts. Bonjour, enchantée, je suis française. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchantée, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Oh, c'est les Français, ils ont l'habitude. Je suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de réfugiés même, puisque mon grand-père, il y a très longtemps maintenant, est venu s'installer ici pour fuir l'oppression du fisc français. Je ne vois pas sur quel principe de justice, d'égalité, etc. vous pouvez prendre de l'argent à des gens qui travaillent énormément et qui prennent des risques pour le transférer à des gens qui ne travaillent pas et qui ne prennent pas de risques. Si vous faites ça, c'est la fin de la croissance. Parce que vous transférez de l'argent de ceux qui savent comment gagner et créer de la croissance à des gens qui ne font rien et qui sont là simplement pour être ce qu'on appelait autrefois des passagers clandestins. Le fait de payer des impôts, faire ce qu'il faut pour mon pays, pour que mon pays retrouve le chemin de la croissance, ça je trouve que c'est tout à fait normal. Donc moi, s'il faut payer des impôts, ça ne me pose aucun problème. Vous savez combien vous auriez eu à payer d'impôts, vous, au-delà de 1 million d'euros? Pas 30%, 75%. Pas 30, 75. Ah ouais. Bon, 75%. Wow. Bon, bah, que Dieu bénisse les États-Unis. Et oui, en France, nous avons la réputation d'être une superpuissance de l'imposition. Donc il faut savoir que sur les 324 pays, oui j'ai fait mes recherches, dont les 195 pays indépendants, nous sommes placés numéro 2 mondial de l'imposition la plus élevée. Alors, numéro 2 mondial, tu vas voir, il y a quand même une petite subtilité. Donc, les premiers, officiellement, c'est le Danemark, avec 45,9% du PIB. Donc, il y a une variante. En gros, ils sont imposés, eux, donc là, on parle de l'impôt sur le revenu, entre 41 et 60%. Alors,
Nous, la France, en revanche, en moyenne, nous sommes à 45,3%. Donc, il y a une différence de 0,6%. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que, en plus, nous, en France, nous avons la TVA que le Danemark ne possède pas. Et la TVA, c'est 20% que tu dois rajouter. En fait, nous avons des impositions cachées. Donc, au niveau impôt sur le revenu, c'est vrai, nous ne sommes que deuxième. Et oui, ne soyez pas tristes, on n'a que la médaille d'argent, mais ne vous en faites pas. Grâce à la TVA, on obtient la médaille d'or et ça nous fait une moyenne au lieu de 45,3%, nous sommes à 65,3%. Donc, officiellement, nous sommes les numéros 2, mais si vous rajoutez la TVA, félicitations, la France est le pays le plus imposé au monde. À titre de comparaison, celui qui se trouve à la 10e place, c'est la Hongrie. Donc la Hongrie, ils sont à 39,4%. Donc vous voyez, nous numéro 1, la Hongrie numéro 10, 10 places en dessous, 39%. À 9% déjà, on commence à vivre un peu mieux. Mais c'est pas tout, eux, l'impôt sur les sociétés est de 9%. Donc quand nous sommes à 30%, eux, ils sont à 9%. Donc oui, les sociétés, c'est bien parce que c'est beaucoup moins élevé. Et beaucoup de personnes ont tendance à partir en Hongrie parce que quand tu prends moins de 10% de ce que tu vas faire comme chiffre, ça vaut le coup. Alors oui, si tu fais tes recherches, tu verras qu'en société, ils peuvent rajouter aussi les charges patronales en Hongrie qui peuvent atteindre jusqu'à 22%. Mais nous, ça ne nous concerne pas quand on fait de l'immobilier. Mais je peux faire une erreur, tu me corriges dans les commentaires si j'en fais une. En conclusion dans tout ça, c'est que l'argent circulera beaucoup plus rapidement dans les pays où on est moins imposé. Mais avant de changer l'impôt, je pense que c'est surtout qu'il faut changer la mentalité aussi bien des Français que de ceux qui nous dirigent. Alors tu l'as sûrement entendu passer, surtout si tu es Marseillais, c'est que les propriétaires marseillais ont bien été augmentés. Donc je vais te lire un article de La Provence. 200 propriétaires marseillais et l'UNPI réclament en justice la suppression de la majoration de la taxe foncière. Selon nos informations, 200 contribuables marseillais associés à la chambre syndicale des propriétaires, donc de l'UNPI, s'apprêtent à déposer plusieurs recours devant le tribunal administratif de Marseille pour faire suspendre la majoration de la taxe foncière votée le 8 avril dernier, donc c'était le 8 avril 2022, à la mairie de Marseille. Le montant de la taxe foncière payable au 4e trimestre par tous les propriétaires doit être accru de 3,4% au titre du barème légal de l'augmentation. Mais la municipalité du printemps marseillais y a ajouté une hausse de 14%, donc ça c'est supplémentaire, ce qui faisait à l'arrivée une augmentation totale de 17,4%. L'avocat des demandeurs, M. Jacques Gobert, à l'origine de la procédure, s'est fait le relais de la levée de bouclier des propriétaires marseillais. Donc là, on parle Marseille parce que c'est la ville qui a été la plus augmentée en France, mais ce n'est pas la seule ville touchée en France. On a une augmentation de 12,64% à Strasbourg et 15,35% à Tours. Donc en fait c'est un peu toute la France qui est touchée. Moi-même qui ne suis dans aucune de ces villes, j'ai été touché. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut changer quand même la mentalité en France. C'est parce que si tu imposes encore plus les seules personnes qui te créent de la richesse dans le pays, au final ces personnes n'auront plus envie de créer de la richesse. Et ça va finir par appauvrir le pays. Au niveau des taxes foncières, il fallait s'en douter. Depuis que l'on nous a sorti la taxe d'habitation, on savait très bien que la taxe foncière allait augmenter. Je vais te lire un dernier article pour conclure ce podcast. Après une explosion de près de 30% sur ces 15 dernières années des taxes foncières, après la réforme de la taxe d'habitation, après le vote des obligations de rénovation énergétique dans la loi climat et résilience, les taxes foncières repartent sur de très bonnes hausses. J'ai personnellement appelé le ministre de l'économie Bruno Le Maire que la coupe était pleine pour les propriétaires. Les élus ont eu la main très lourde, trop lourde pour 2022. Cette hausse des taux conjuguée à l'augmentation automatique de 3,4% qui s'applique au niveau national, l'inflation, conduit à des hausses finales sur un an de 10 à 20% dans de trop nombreuses communes.
Donc pour conclure ce podcast, nous avons donc un gouvernement qui vote des lois qui sont inadaptées, qui pense à faire des lois comme le gel des loyers, qui gèlerait carrément tout le pays, les taxes foncières qui sont en hausse parce qu'ils ont un problème de mentalité, les travaux avec la loi climat, ça accentue la crise. En parlant de la crise, vu qu'il y a la guerre en Ukraine, les gens ont peur, donc vous avez beaucoup moins de personnes sur le marché. Au niveau des banques, on a la HSCF qui reste à 35% du taux d'endettement, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, en tant qu'investisseur, pareil, moins de concurrence. Les taux sont plus élevés, donc les gens ne sont de moins en moins intéressés à investir. Les courtiers qui vous disent qu'on ne peut plus investir, alors attention, c'est faux, parce que là, dans ce cas-là, il faut que vous alliez directement voir votre banque. Et ensuite, au niveau du dynamisme du marché, on a une diminution donc de la dynamique. On commence à avoir une immobilisation. On rentre en début de récession, l'inflation augmente. Il y a de plus en plus de personnes formées dans l'immobilier. C'est vrai, moi je le remarque aujourd'hui. Donc c'est agréable pour un agent immobilier, beaucoup moins pour toi parce que tu as plus de concurrence, théoriquement. Mais les gens oublient de s'adapter. Les formations ne sont pas forcément adaptées à une crise. Donc il y en a certaines qui le sont, comme celle de Nicolas Popovic pour emprunter. Mais sinon, la plupart des formations ne sont pas adaptées aux crises. Donc si vous n'êtes pas à jour de l'actualité, vous allez tomber sur des nouveaux investisseurs qui vont très vite se retrouver bloqués. Retiens bien que si tu te maintiens au courant et que tu t'adaptes directement au marché, tu peux continuer à investir. Donc pour finir, n'oublie pas que nous sommes tous dans le même bateau. Ce podcast est enfin fini. Si tu souhaites me poser des questions, tu me les envoies sur Lock Invest. Donc pour info, entre Lock et Invest, il y a tiré du bas. J'ai oublié de le dire dans le dernier podcast. Et à la fin de Invest, pareil, tiré du bas. Mais tu me retrouveras assez vite. Ma photo, c'est la même photo que sur les podcasts. Bien, c'est la fin de ce podcast. J'espère que j'ai réussi quand même à ne pas trop bafouiller dans le micro. Je t'avoue que je ne suis toujours pas adapté à parler comme ça. Mais bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir. Continue d'investir, bats-toi et à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LockInvest.